Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Il est 18h, 18h10 exactement. On est ensemble pour la dernière table ronde de la journée, une table ronde qui fait sens. Ensemble, c'est tout. Et pour en parler avec moi, trois intervenants qui eux aussi font sens sur cette thématique. Marcella Scarron, bonjour. Marcella Scarron, vous êtes secrétaire générale de la Fondation Massif, Massif qu'on ne présente plus, et soutien d'initiatives remarquables dans le domaine de la mobilité, de l'habitat, de la santé ou encore de la finance solidaire. Moussa Camara, bonjour. Moussa, vous êtes fondateur des Déterminés, association à but non lucratif, dont la mission principale, c'est de favoriser le développement de l'entrepreneuriat en banlieue, mais aussi dans les milieux ruraux. Et pour finir, Jean Dédier, bonjour Jean, vous êtes le fondateur d'Emmaüs Connect et de We Take Care, et vous êtes donné un combat, c'est de faire face, de lutter face à la fracture numérique, un sujet central aujourd'hui dans notre société. Merci à tous les trois d'être avec nous. On finit par cette table ronde qui finalement aurait pu être prise dans n'importe quel moment en fait, de cette journée, et même peut-être en introduction, parce qu'on va parler d'un sujet qui est déterminant aujourd'hui, qui est celui notamment de la fracture numérique. On nous a vendu un Internet, quand on l'a créé, qui était un Internet incluant, Internet dans lequel on allait réduire les écarts. Pourtant, quand on regarde aujourd'hui la création notamment de structures comme les Déterminés, on se rend compte que Internet n'est pas forcément extrêmement incluant, voire peut-être même excluant. Jean, première question, qui est vraiment pas évidente, mais qui fait sens pour le coup. Est-ce qu'Internet, justement, réduit pas encore plus les écarts? Est-ce qu'on ne s'éloigne pas de la promesse initiale d'Internet? Je ne sais pas si ça marche. Si, ça marche, je m'entends là maintenant. Oui, alors si on fait une photographie à l'instant T, on peut se dire que cette promesse n'est pas encore complètement remplie. Si on prend les chiffres du Crédoc ou les chiffres des différentes études qui ont été faites, il y a en gros un quart des Français qui aujourd'hui sont en difficulté dans leurs usages numériques au quotidien. Et probablement qu'on peut faire un constat sans trop se tromper que ce sujet n'a pas été très anticipé ou pas très bien anticipé et qu'aujourd'hui, globalement, il manque de dispositifs à tous les niveaux, chez les opérateurs qui dématérialisent, chez les acteurs sociaux qui doivent se former à ce métier, dans les collectivités territoriales aussi qui doivent assurer une innovation. On voit bien que l'ensemble des dispositifs commence à émerger, mais qu'il y a déjà des gens qui sont sur le bord de la route, comme on dit communément, et un certain nombre de Français qu'on n'avait pas imaginé, et pas que des seniors, mais aussi des jeunes, qui aujourd'hui sont très en difficulté sur quelque chose aussi important que l'accès à ces droits, qui repose de plus en plus sur des parcours dématérialisés. Pour vous, Moussa, la question elle est sans appel. On retrouve en fait les mêmes problèmes qu'on rencontrait hier. On parle de publics exclus, en l'occurrence les banlieues, les ruralités, en tout cas le public que vous accompagnez aujourd'hui. Donc vous confirmez en fait aujourd'hui, Internet aide un certain public et au contraire enfonce peut-être même d'autres publics qui creusent encore plus leur écart, c'est ça? Déjà bonjour. Bonjour Moussa. Internet, c'est arrivé en plein de nos générations. Et aujourd'hui, Internet, ça a deux voies. Ça peut détruire des emplois, mais ça peut aussi construire de nouveaux emplois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que parfois, les publics ne sont pas forcément préparés au digital, au numérique. Et je pense que c'est le problème des pays qui sont déjà développés. Et notamment dans ces territoires, là où il y a besoin plus de connecter les gens, ce que disait monsieur juste avant, sur l'accès aux droits de ces populations qui ne sont pas forcément prêts à savoir comment utiliser tous ces réseaux Internet. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plein d'applications, il y a plein de choses qui se passent, qui font en sorte de faciliter l'accès à ce numérique qui est très important. Nous, on le fait de manière en accompagnant l'entrepreneuriat, parce qu'on pense que plus on va accompagner des entrepreneurs, plus on va pouvoir développer une certaine économie dans ces territoires-là qui vont permettre aussi aux gens de pouvoir former, d'avoir des compétences sur différents niveaux. Et c'est vrai que l'Internet, elle peut détruire des emplois, mais elle peut aussi créer de nouveaux emplois. Donc nous, on est très, très vigilants par rapport à ça et on essaie d'accompagner concrètement les personnes qui vivent dans ces territoires-là pour qu'ils puissent utiliser ces nouvelles technologies pour essayer d'avancer et améliorer et développer leurs projets. Et créer des vocations aussi, on reviendra dessus tout à l'heure, parce que c'est votre vocation aujourd'hui,
c'est votre métier en tout cas, ou votre tâche au quotidien, créer des vocations auprès d'un public qui pour le coup ne pense pas pouvoir l'être et qu'il devient demain, à savoir entrepreneur. Donc on reviendra dessus tout à l'heure. On a tendance à se focaliser sur une partie de la population, celle dont on vient de parler aujourd'hui, mais vous allez encore plus loin, Jean, vous parlez d'une forme de mutation dans la fracture. Expliquez-nous comment se passe cette mutation et de quoi on parle concrètement. Oui, ce qui est assez intéressant, c'est que ce sujet qui a été un peu mal anticipé ou mal compris, aujourd'hui on parle d'inclusion numérique et on le met à toutes les sauces. Évidemment, quand on parle de transition digitale, l'accompagnement ou la conduite du changement, elle est globale. Et donc on voit effectivement de plus en plus de Français qu'on n'avait pas imaginé et des thématiques qui émergent. C'est-à-dire qu'on a parlé d'abord de l'équipement, c'est-à-dire la problématique budgétaire en lien avec l'inclusion numérique, voilà, ou l'exclusion numérique. Puis est arrivé le sujet de l'accès au droit. Et puis, ça a été évoqué, il y a le sujet du numérique et l'accès à l'emploi et le maintien dans l'emploi. Puis il y a des sujets nouveaux et très importants qui sont liés à la parentalité et le numérique. Il y a 2 sujets assez évidents, c'est qu'aujourd'hui on voit que les usages numériques, moi j'ai une fille de 4 ans, qui commence extrêmement tôt, et qu'il y a un certain nombre d'études qui paralysent certains parents, en tout cas qui sont très inquiétants, sur effectivement comment est-ce que je dois former mon enfant à un usage qui ne vienne pas perturber ses équilibres et sa santé. Et puis, il y a un autre sujet aussi assez évident dans la parentalité numérique, c'est qu'aujourd'hui, les liens avec l'école sont des liens complètement dématérialisés. Il y a d'autres sujets comme la sécurité, et ce n'est pas uniquement le fait des grandes entreprises qui sont hackées, c'est sa propre sécurité dans des transactions qui sont de plus en plus importantes. Aujourd'hui, on signe des contrats d'assurance, on a une banque en ligne, enfin voilà, donc finalement, les contrats qu'on signe sont des contrats de plus en plus complexes. Il y a aussi des choses aussi simples, on a parlé beaucoup de Facebook et de la sécurité de son information. Voilà, donc il y a un certain nombre de choses qu'on est tous censés savoir et sur lesquelles on est loin d'être tous à l'aise. Et puis il y a encore des sujets plus prospectifs, mais sur lesquels, si on lit un peu la presse ou si on s'informe, comme l'intelligence et Big Data, dont on dit que ça va révolutionner notre société, notre vie de citoyen, nos interactions à la fois professionnelles et personnelles. On a tous besoin aussi de savoir quelle société on veut. Quelle société numérique on veut, et ça passe par l'information. C'est pour ça que l'inclusion numérique est un sujet extrêmement vaste. Quelle société on veut? Moussa, vous voulez une société incluante, en tout cas vous aidez un certain nombre de personnes à devenir entrepreneurs, à casser du coup des clichés grâce aux déterminés. Vous investissez du coup tous vos efforts au sein de certaines banlieues, enfin en tout cas historiquement vous étiez accompagnant dans les banlieues, aujourd'hui dans les ruralités. Comment fonctionnent les déterminés? C'est quoi l'histoire des déterminés? Et comment, aujourd'hui, vous accompagnez ces futurs entrepreneurs? Parce que les stats sont assez intéressantes. L'histoire des déterminés, c'est parti d'un entrepreneur que j'étais. Quand je me suis lancé il y a à peu près 10 ans, j'ai lancé ma boîte dans les métiers du télécom et de l'informatique. J'ai eu une opportunité, mais je n'avais pas forcément le bagage nécessaire pour pouvoir entreprendre. Je ne me sentais pas légitime. Parce que pour moi, autour de moi, il n'y avait pas d'entrepreneur, ni dans ma famille, ni dans mes réseaux. Donc, quand j'ai eu cette opportunité, la seule chance pour moi, ça a été de la saisir. Je n'avais rien à perdre. Quand on est entrepreneur, parfois, on n'a rien à perdre. Donc, tout ce qu'on peut avoir, c'est juste du plus. Et moi, je le voyais comme ça. Et je me suis lancé, j'ai fait quelques erreurs. À un moment donné, j'ai recruté une dizaine de personnes que j'avais pas forcément la capacité à pouvoir manager et gérer. J'étais jeune, j'avais 23 ans et c'était difficile. Donc pas de conseils, pas de mentor. Donc autour de moi, quand j'ai regardé un peu ce qui se passait, on parle de chômage, quand on regarde la réalité dans certains quartiers, chez les 16-25 ans, il y a plus de 40% de chômage. Et finalement, peut-être que l'entrepreneuriat peut être une des solutions, c'est pas la seule, parce qu'il faut plusieurs solutions. Et nous, ce qu'on a voulu faire avec les déterminés, c'est de pouvoir en fait remettre une autre forme de réussite, qui est la réussite économique, pour essayer de favoriser la réussite sociale. Parce qu'on s'est dit qu'à un moment donné, si on arrive à accompagner des entrepreneurs, on arrive à les structurer, on arrive à leur créer des opportunités, à essayer de faire en sorte que le monde économique et ces entrepreneurs puissent se connecter, à un moment donné, on donne les meilleures conditions à ces entrepreneurs pour pouvoir réussir. Malheureusement, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tous, parce que l'entrepreneuriat,
c'est un état d'esprit. Être déterminé, c'est un état d'esprit. Et aujourd'hui, quand on entreprend, c'est beaucoup de sacrifices qu'on fait. C'est beaucoup de choses, du temps qu'on va mettre dans son projet. C'est beaucoup d'investissements personnels, parfois des moyens financiers qu'on va perdre. Et tout le monde n'est pas prêt à faire ce choix-là. Et à l'arrivée, l'entreprise dans laquelle on s'investit tous les jours au quotidien, elle peut échouer, comme elle peut le réussir. Et ça, en fait, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est de se dire que autour de nous, dans les quartiers, pas dans les quartiers, dans les territoires ruraux, il y a une jeunesse et des moins jeunes qui ont de l'énergie, qui ont envie, qui ont la dalle, comme je dis souvent. Et ça, il faut savoir comment nous, on est capable de les mettre dans les meilleures conditions pour les connecter à l'écosystème. Parce qu'aujourd'hui, quand on a créé les déterminés, ce n'était pas pour créer un énième réseau d'accompagnement, ça existe, l'écosystème est riche. Il y a des réseaux, il y a des incubateurs. Aujourd'hui, on a la chance d'être dans des conférences comme ça pour parler de ce qu'on fait. Mais ce qui est important de savoir, c'était de comment on touchait une partie de la population qui ne se sentait pas forcément concernée ou qui ne se sentait pas forcément légitime à aller dans ces dispositifs. Donc, avec les déterminés, on a pu créer cette passerelle, ce pont, en allant détecter ces entrepreneurs, en les formant, en les accompagnant pendant 6 mois avec des intervenants de qualité, hein, des entreprises notamment comme Mazar qui nous soutiennent, qui nous ont rejoints pour essayer d'amplifier notre projet, et plein d'autres qui sont autour de ce projet-là, de prendre des entrepreneurs, des intervenants, des collaborateurs de ces entreprises pour qu'ils puissent venir apporter des compétences, leur expertise à nos entrepreneurs. Et ça a été important pour nous. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'en 3 ans et demi, bientôt 4 ans, on a lancé une dizaine de promotions. On a formé plus de 144 personnes. On a reçu plus de 1500 candidatures, autant de femmes que d'hommes. C'est important de le souligner parce que l'entrepreneuriat est en train de changer aussi d'air. Et aujourd'hui, il y a plus de 50 personnes qui ont créé leur entreprise, certains qui vivent de leur entreprise, qui créent de l'emploi derrière, d'autres qui sont en cours et d'autres qui, pour eux, la formation était synonyme de retour à l'emploi, mais avec un autre état d'esprit, parce que quand vous êtes entrepreneur, vous prenez des risques. Et c'est ça qui est important. Et surtout, je vois des entrepreneurs de conviction. Ils viennent pas parce qu'ils veulent gagner de l'argent, mais parce qu'ils ont une passion, ils ont une envie, ils veulent régler un problème. Et là-dessus, ils mettent toute leur énergie, toute leur force pour aller au bout. Donc voilà un peu ce qu'on fait avec les déterminés. On le fait à notre échelle. On sait qu'on ne pourra pas accompagner tout le monde, tous les entrepreneurs. Mais l'objectif, si on arrive à créer des modèles de réussite via l'entrepreneuriat, via l'économie, derrière, ça peut avoir un impact qui peut se multiplier de partout. Et moi, je compte sur ces entrepreneurs parce que c'est eux les ambassadeurs et c'est eux qui prennent les risques. Le thème du jour, c'est tous ensemble et vous contribuez à justement détruire cette barrière pour que tout le monde s'unisse et qu'on arrête de parler d'un côté et d'un autre. Mais en tout cas, quand on vous écoute, du coup, on se rend compte que, en tout cas, les personnes que vous accompagnez commencent du coup à réduire, en tout cas à anéantir ces clichés. On voit des beaux exemples d'entrepreneurs qui n'avaient pas de réseau, qui n'avaient pas de modèle, qui n'avaient pas de financement et qui aujourd'hui créent leur boîte. Et de l'autre côté, en fait, ce qui est intéressant, et c'est le public aussi que vous accompagnez, Jean, des personnes qui sont nées quand même plutôt dans des... peut-être pas nées, mais en tout cas qui évoluent dans des milieux plus favorisés, des entreprises qui, elles, parlent déjà de transformation numérique et qui, pour autant, sont des personnes en fracture numérique, puisque dans le déni du changement. Comment est-ce qu'on fait pour accompagner ces personnes ? Et justement, je crois que c'est une des fonctions, une des tâches de We Take Care. Alors, peut-être un petit préalable, c'est que dans ces publics en difficulté, on a pour habitude de dire qu'il y a des gens proches du numérique, donc qui ont plus besoin de réassurance. C'est-à-dire que dans un monde non numérique, vous avez des guichets, vous avez des personnes qui vous aident, qui font des formes de médiation et qui vous aident à remplir des papiers ou qui vous aident dans votre démarche vers l'emploi. Le tout numérique et la puissance de la technologie fait que les mécanismes d'information et d'interaction peuvent quasiment complètement remplacer les dispositifs humains et les infrastructures qui existent aujourd'hui. Donc donc pour les proches, le sujet, c'est la réassurance, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de filet de sécurité humain et du coup ça peut générer
si le dispositif n'est pas complètement clair ou s'il est très important, soit des craintes, soit de la défiance. Voilà, donc là, il y a un travail singulier à faire. Ensuite, vous avez des gens à qui manquent des compétences numériques de base. Et donc là, le métier, c'est, moi j'appelle ça de la préqualification, c'est donc leur donner leur autonomie, à minima, sur les usages numériques obligés qu'on a tous aujourd'hui. Et puis vous avez des gens en situation d'exclusion, et là, il faut pour lesquels il faut faire avec eux, hein, ou faire à la place d'eux. Et ça, c'est traditionnellement le métier d'action sociale. Et là, l'idée, c'est évidemment, c'est de s'assurer que ces professionnels, ou même ça peut être parfois des bénévoles, soient formés pour produire cet accompagnement. Donc, à l'intérieur de cette kyrielle de public, que fait We Take Care et que fait Emmaüs Connect? Donc, peut-être je vais commencer par Emmaüs Connect. Donc, Emmaüs Connect fait ce que j'appelle d'abord de l'accueil social numérique. C'est-à-dire qu'on voit arriver des gens dans des lieux, alors qui sont des lieux propres, où on intervient aussi beaucoup maintenant chez des acteurs sociaux qui ont des publics captifs parce qu'ils leur amènent déjà un certain nombre de services. Et ils arrivent dans des états de tension importants parce qu'ils ont une obligation, parce qu'ils ont perdu leur téléphone et qu'ils n'ont pas les moyens d'en racheter. Et le premier objectif, c'est de faire tomber la tension, c'est de les rassurer. Pour les rassurer, c'est de régler un certain nombre de problématiques dans l'immédiat. On a des partenariats qui nous permettent d'équiper les personnes en connexion. On essaye aussi, en travaillant avec l'économie circulaire notamment, de les équiper. Voilà. Donc ça, c'est le premier métier, accueil social numérique. Ensuite, on a un deuxième métier qui est de les conduire vers l'autonomie, pour certains, pour ceux pour qui c'est possible. Et donc là, on travaille avec des grands prescripteurs, type Pôle emploi, avec lesquels on a des relations établies. Et on a développé une pédagogie, donc elle est assez rigoureuse, donc des parcours pédagogiques, mais dans lequel on met beaucoup de l'empathie qui caractérise le monde social. C'est-à-dire que ce n'est pas une salle de classe, ce sont des lieux et des personnes qui vont accompagner les personnes. Et très souvent, d'ailleurs, on fait même travailler des salariés en insertion qui ont connu ses propres parcours et qui, du coup, ont l'empathie et la compréhension de ces publics et qui les rassurent également. Et là, je veux dire que dans les programmes, c'est un peu à la vie, à la mort, tous ensemble. On y va ou on en sort. Et on a des résultats extrêmement intéressants. Typiquement, un conseiller de Pôle emploi, juste pour vous le représenter, dans le cadre d'une première rencontre, va diagnostiquer une précarité numérique, mais des capacités A, et va proposer une réunion qui va se tenir chez nous d'information. Et 60%, aujourd'hui, 60% du public à qui on propose va aller dans ces lieux d'information. Et derrière, parmi ces 60% de gens qui sont venus, il y en a 80% qui vont suivre le parcours jusqu'au bout avec à la fin ce bagage numérique essentiel au minimum qui va leur donner leur autonomie. Donc ça, c'est le deuxième métier. Puis le troisième métier, j'en ai un peu parlé, c'est qu'on travaille sur des solutions d'équipement, d'accès, parce que les quelques dizaines d'euros qu'il faut tous les mois pour avoir un smartphone, une box et des connexions pèsent très lourd sur les budgets des foyers les moins argentés. Et donc, on essaye de trouver des solutions avantageuses financièrement pour eux. Et derrière ça, ce n'est pas du low cost. On assure aussi la prise en main. Voilà. Et We Take Care, en fait, est né après Emmaüs Connect, quand on a vu arriver cette vague de dématérialisation et quelque part la généralisation de ce problème. Et on s'est dit, il y a un problème d'ingénierie. Et donc, on a développé des centres de ressources en ligne à destination des aidants. C'est-à-dire qu'on a une plateforme qui s'appelle Les Bons Clics. Alors évidemment, on n'est pas schizophrène, ce n'est pas directement pour les gens pas connectés, donc c'est vraiment pour les aidants, et dans lequel il va trouver toutes les ressources pour devenir lui un bon aidant, c'est-à-dire se former sur comment est-ce que j'accompagne, et ensuite toutes les ressources pédagogiques pour faire travailler les personnes sur les compétences numériques de base, mais aussi sur comment j'accède aux services essentiels. Donc ça peut être des services essentiels, ça peut être accéder à mes droits, donc il y a des outils pédagogiques autour d'un certain nombre de téléprocédures, de la CNAF, de la CAF ou de Pôle emploi, mais aussi d'un certain nombre de services essentiels, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les opérateurs publics qui dématérialisent, il y a aussi des transporteurs avec lesquels on a des interactions courantes, il y a aussi des énergéticiens, il y a aussi des services financiers et d'assurance qui dématérialisent en pratique. Et donc, on est là, nous, pour faire une espèce de médiation en ligne en formant des aidants. Voilà. Et puis, on a un deuxième métier, et je vais même dire un troisième qu'on n'avait pas du tout anticipé, mais qui est né de la confrontation au réel,
Et on avait créé une plateforme pour les jeunes, qui était un centre de ressources aussi, autour de compétences numériques de base et accès vers l'emploi. On avait pris toutes les précautions d'usage, on avait fait une étude anthropologique précédemment pour s'assurer qu'on analyse vraiment le besoin de manière détaillée. On a complètement co-construit ce projet avec les acteurs de terrain. Voilà, on a fait développer ça vraiment à l'état de l'art du meilleur de la technologie. Voilà, et puis on arrive, on livre le produit, on dit c'est cadeau, il n'y a plus qu'à. Mais en fait, il ne s'est pas passé grand-chose. Là, surprise, on l'a fait avec vous, pour vous. En fait, on s'est rendu compte que les professionnels qui allaient devoir animer ces contenus, c'était un changement de métier. C'est-à-dire qu'on, traditionnellement, on était dans des modalités d'accompagnement individuel. Là, on passait dans des modalités collectives. Donc, il faut devenir un animateur. Ensuite, il faut installer, c'est du changement, ces parcours dans une organisation existante. Voilà, donc on a d'abord créé un organisme de formation pour pouvoir former les professionnels. Et puis ensuite, on s'est rendu compte qu'il fallait aussi que les dirigeants aient une capacité d'amener une vision positive du numérique. Et dans le monde social, ce n'est pas du tout évident. C'est-à-dire que le numérique n'incarne pas vraiment l'empathie. Et donc, il y avait des points de blocage, des tensions qu'il fallait absolument lever et qui sont d'une évidence absolue. Et donc, on a créé une cellule de conseil qui accompagne les dirigeants et qui opère de la conduite du changement chez des opérateurs, auprès de collectivités et auprès d'acteurs de terrain, je dirais, pour faciliter leur propre transition numérique. Voilà ce qu'on fait. Dans votre discours, il y a un mot qui est revenu assez souvent, c'est le mot rassurer. Et dans rassurer, il y a assurer. Belle transition, n'est-ce pas? À la Massif, au-delà d'assurer, vous êtes quand même au plus près de vos clients, parce que si on n'est pas assuré, d'ailleurs on a un très beau modèle en France pour ça, si on n'est pas assuré, clairement on ne prend pas de risque pour l'emploi, risque pour entreprendre, de risque tout court. Le fait de voir vos clients, du coup, ça vous force aussi à anticiper un certain nombre de changements. Jean le disait tout à l'heure, on a eu du mal à anticiper la transition qui est celle d'aujourd'hui avec le numérique. Pourtant, vous avez anticipé un certain nombre de changements. À chaque changement, il y a des problématiques, il y a des solutions. C'est quoi les solutions aujourd'hui que vous mettez à disposition de vos clients et qui fait que la Massif est un assureur différent des autres, au-delà de son modèle, et on reviendra sur le modèle, bien sûr, tout à l'heure. Alors, sur la question de la fracture numérique, on a fait un constat qui est semblable à ce que Jean disait tout à l'heure. En fait, c'est que Internet, c'est un outil, mais ce qui est important derrière, c'est l'accès aux droits fondamentaux. C'est aussi le lien social. Et c'est pour ça que nous, on s'est intéressé à ces questions-là, pas seulement pour travailler sur les nouvelles technologies, mais surtout pour permettre aux personnes d'accéder à leurs besoins fondamentaux. Et c'est ça qui nous intéresse humainement, en fait. C'est pour ça qu'on a soutenu We Take Care, justement. Je ne l'ai pas dit, mais effectivement, vous connaissez via la Fondation Massif. Oui. Ce qui nous intéresse, en fait, c'est de soutenir des acteurs qui expérimentent des solutions nouvelles pour permettre à chacun d'accéder à ses besoins fondamentaux, parce que vous le disiez tout à l'heure, on est sur la mobilité, on est sur l'habitat, la finance, la santé. Donc l'idée, c'est vraiment que chacun puisse accéder à ses besoins fondamentaux, et de aider ces acteurs qui trouvent, en fait, finalement, ces entrepreneurs de la solidarité, c'est comme ça qu'on les appelle, qui trouvent des solutions nouvelles à toucher le plus grand nombre, à toucher le plus grand public. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on s'est intéressé à We Take Care, parce qu'il apportait, pour nous, il avait une lecture de la question finalement assez claire, avec des solutions, finalement, très claires, et avec des solutions qui paraissaient évidentes, mais qui ne l'étaient pas parce qu'elles touchaient tout le monde. Il a su réunir, en fait, autour de la table à la fois des acteurs privés, des acteurs publics, des associations, des entreprises comme La Poste ou Pôle emploi. Et c'est vrai que c'est ça qui nous a intéressés, c'est d'avoir des réponses générales et dans un monde qui est le monde parfois associatif, qui est parfois assez morcelé, de mettre les gens autour de la table. Sur cette question autour du lien social aussi et du numérique, on a développé par exemple une initiative qui est un de nos plus gros programmes accompagnés qu'on a développé avec plusieurs organismes qui s'appelle Silver Geek, où tout simplement, justement, on n'est pas sur l'outil, on est vraiment sur la recréation de liens sociaux. On fait intervenir des jeunes en service civique auprès de seniors dans les maisons de retraite. On dit comme ça peut ne pas sembler sexy, mais en fait, c'est un superbe programme où on voit en fait les seniors arrivent au numérique. Tu parlais tout à l'heure de plaisir, il me semble. Ils arrivent au numérique par le jeu.
et par la compétition. En fait, ils ont des compétitions entre eux et à la fin, il y a une finale où 5-6 seniors s'affrontent devant 2000 jeunes en délire. Et oui. On parle de e-sport. C'est du e-sport, exactement. Mais ce qui est important, en fait, c'est que quand on interroge après les bénéficiaires de ces opérations, ce qui ressort, c'est pas la technique, en fait. C'est vraiment le lien social, que ce soit pour les personnes âgées ou pour les jeunes aussi. Ça leur permet de recréer du lien social. Et ça leur permet finalement de s'amuser. C'est ça qui ressort. Ça leur permet d'accéder à un certain bonheur. Et c'est ça qui nous semble important, c'est remettre l'humain au cœur. Voilà. Et comment est-ce qu'on travaille quand on est une entreprise comme la Massif pour appliquer aussi cette vision, ces services, en tout cas ce que vous mettez à disposition, mais au sein de l'entreprise qu'est la Massif? Alors, justement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Massif, c'est une mutuelle. Et qui dit mutuelle dit mutualisme, être ensemble en fait. Et une assurance, c'est quoi? Enfin, une mutuelle d'assurance, c'est des gens qui vont rassembler un pot commun pour se protéger ensemble. Et c'est ça qui sous-tend l'ADN de la mutuelle et qui sous-tend toutes nos actions. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a bien sûr une vocation commerciale, mais ce qui est au centre, c'est l'humain. Et c'est un modèle économique qui a réussi parce on est un des premiers acteurs du secteur avec plus de 5 millions de sociétaires aujourd'hui, ce qui n'est pas rien. Et ces 5 millions de sociétaires nous permettent aussi d'avoir une vision des besoins de la société française et d'y répondre, de proposer des réponses. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Ce modèle mutualiste nous permet de répondre à des besoins de la société. Alors, par exemple, sur les questions de mobilité, on avait un intervenant aujourd'hui sur les questions d'autopartage. On est sur les questions de mobilité inclusive, de mobilité pour tous. On en entend beaucoup parler aujourd'hui et pour nous, il est important que chacun puisse être mobile. Parce qu'être mobile, ce n'est pas seulement avoir accès à une voiture, c'est avoir accès à tous ses besoins fondamentaux, un peu comme vous le disiez sur Internet tout à l'heure. Et c'est ce qui sous-tend vraiment l'action de l'entreprise. Vous travaillez en tout cas, vous accompagnez tout type de profil. Le thème du jour, encore une fois, je le répète, c'est tous ensemble. Quand on a préparé cette conversation, Moussa, vous avez parlé d'une initiative, d'un club que vous lanciez. Moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est que dans votre discours, en fait, je pense que c'est indirect, mais votre objectif, c'était de se rapprocher de ce tous ensemble, en tout cas, c'est certainement assumé, en ne se limitant pas juste à accompagner une partie des Français, mais vraiment à réunir l'ensemble des Français entre les profils issus de banlieue, de ruralité, mais aussi des profils un peu divers et variés au sein d'un même club pour les rapprocher et répondre à notre problématique et tous ensemble. Comment va fonctionner ce club et c'est quoi un peu vos objectifs, puisque je crois savoir que ça se lance en 2019? En fait, le club qu'on l'avait imaginé au départ, c'était un club qui allait réunir les anciens des déterminés. Avec le travail qu'on a fait avec les déterminés en quelques années, finalement, il nous a permis d'être sollicités par tout type d'entrepreneurs. On a voulu partir de la banlieue parce que moi, c'est mon histoire, c'est là d'où je viens, c'est là où j'ai grandi, c'est là où je vis. Donc, à un moment donné, on a voulu en fait impulser cette dynamique qui partait de la banlieue. Mais comme on est des personnes de terrain et qui aimons la proximité avec les publics qu'on accompagne et qu'on essaye de toucher, finalement, on fait des rencontres. Et on se rend compte que finalement, il n'y a pas que uniquement des personnes qui vivent en banlieue, qui sont aussi dans des problématiques, qui veulent se lancer, qui se posent des questions et qui forcément ne savent pas par où commencer. Et on s'est dit que le programme tel qu'il était proposé chez les déterminés, 6 mois d'accompagnement gratuit, une formation gratuite, où on a besoin d'avoir tout le monde ensemble, etc. pendant 6 mois à peu près, il fallait qu'on puisse aller plus loin parce que on a énormément de sollicitations de personnes qui veulent entreprendre, qui tapent à notre porte et qu'on n'est pas en mesure aujourd'hui de pouvoir accompagner. Et c'est vrai qu'on a voulu ouvrir et lancer un club cette année qu'on va développer en 2019 où n'importe qui sera sensibilisé à la question entrepreneuriale ou qui souhaite être accompagné ou d'être dans un écosystème de gens bienveillants avec des entrepreneurs et un réseau, etc. On va ouvrir ce club-là et on va essayer de créer en fait un espace de rencontre qui va permettre à des entrepreneurs de rencontrer d'autres entrepreneurs, de rencontrer pas que des entrepreneurs, mais des personnes qui viennent de toute la société, qui peuvent aussi apporter soit une expertise, soit partager une expérience, soit avoir un besoin. Et on va essayer d'animer tout ça
Et c'est ce qu'il fallait. On le fait à ce moment-là parce que je pense que autant pour nos entrepreneurs que d'autres entrepreneurs, ils ont besoin de brasser. Nous, on n'a jamais voulu faire un truc qui allait cloisonner en fait un réseau. L'idée de déterminer, c'est un réseau qui s'est créé pour connecter un autre réseau et faire en sorte que aujourd'hui, dans cet écosystème, il n'y a pas beaucoup de diversité, il n'y a pas beaucoup de femmes, il y a très peu de gens issus des territoires et des banlieues, comment on arrive à créer en fait une passerelle pour essayer de faire en sorte que cet écosystème soit à l'image de notre société. C'est ça qu'on veut et que ce club, je pense qu'il peut permettre ça tout en connectant, en restant connectant à l'écosystème qu'on a, les réseaux, les grands incubateurs, les réseaux d'entrepreneurs, etc. Et je pense que ça peut aussi être bénéfique pour nos bénéficiaires que tous ces réseaux-là. Je pense que c'est ça l'idée. On va suivre le développement avec attention et je pense d'ailleurs que peut-être parmi les personnes présentes ce soir, il y a des entrepreneurs qui peuvent être intéressés. Donc évidemment, ils sont les bienvenus. Ils sont les bienvenus. À vous écouter depuis le début, on parle beaucoup de solidarité, on parle beaucoup de proximité. Un assureur comme la Massif, pour le coup, en fait, je dis un assureur comme la Massif parce que c'est le positionnement aussi qui veut ça, est proche de ses clients. Pour le coup, tous les Français sont concernés. Comment, du coup, vous voyez évoluer tout ça, l'exercice de ces deux piliers, y compris, et c'est notre problématique, d'ici 2084, puisqu'aujourd'hui, on se projette d'ici 2084. On sera plus tout jeune, mais en tout cas, on peut déjà y penser. On y pensera. Alors, ce que je vois justement, pour moi, la société où nous, notre intervention, elle doit passer d'une intervention de la réparation, et en tant qu'assureur, on sait ce que c'est que la réparation, à l'accompagnement. On croit au pouvoir d'agir, on croit à l'autonomie de chacun, en fait. Et il est important qu'on se donne les moyens d'accompagner chacun, comme vous le faites, chacun de votre côté, pour avoir son autonomie. Parce que l'idée, ce n'est pas d'être dans une société de la réparation, mais d'inventer une nouvelle forme de société où chacun puisse être autonome. Alors, plus modestement, sans parler de la société en général, ce qu'on peut faire, nous, à la Fondation, enfin à la Massif en général et la Fondation, qui n'est pas, il faut le dire, la Fondation pour la Massif, ce n'est pas la cerise sur le gâteau de la Massif, mais c'est vraiment, on est intégré on est dans l'ADN de la Massif, hein, et il y a des interactions qui sont importantes. Et ce qui est important pour nous, c'est d'accompagner justement ces entrepreneurs pour la solidarité dans leur phase d'amorçage, parce que c'est là où ils ont besoin en fait d'expérimenter des solutions nouvelles. Et une fois qu'ils les ont expérimentées et prouvées, et si elles fonctionnent, on les accompagne à toucher le plus grand nombre et justement à essaimer. Et justement pour ne pas être à droite, à gauche sur des aides, sur des petites aides, mais vraiment sur une approche un peu plus systémique de l'accompagnement en général. Voilà. On se rapproche de la fin, mais il y a une question qui me traverse l'esprit, Jean. Votre métier, c'est d'accompagner ces Français qui sont en fracture aujourd'hui. À un moment donné, peut-être que vous aurez fait le tour. Est-ce qu'à un moment donné, Emmaüs Connect, We Take Care vont disparaître, ou est-ce qu'au contraire, vous pensez que c'est une histoire sans fin ? Ouais, vraiment, je le souhaite. Hein. C'est pas une question qu'on se pose encore tous les jours, hein, pour être honnête. Non, là, on a quand même, peut-être quand même un petit mot de complément. On a quand même deux enjeux clés. C'est pour reprendre la thématique du tous ensemble. Il y a un enjeu de tisser des liens entre les différentes parties prenantes. Ça commence l'État, les collectivités, les opérateurs, les acteurs sociaux de terrain. J'ai envie de dire, il y a beaucoup de bénévoles aussi. C'est presque un appel, voilà, qui sont nécessaires parce que le premier réseau d'inclusion numérique, c'est les proches, la famille, les amis. Voilà, donc déjà là, il y a un énorme travail. Et puis, il y a aussi un deuxième sujet qui nous mobilise, c'est trouver plus de moyens financiers pour pouvoir traiter ce sujet-là. Et là, on n'y est pas encore. Maintenant, quand je me dis qu'un jour, on aura peut-être réussi en France, et ça, on l'a un peu anticipé. Il y a aussi 4 milliards d'humains dans des pays émergents qu'il faut aider, émergents et non émergents. Donc, on s'est donné comme objectif de sortir de nos frontières. Alors, on commence petitement, là. Je vais vous faire sourire parce qu'on se déploie en Belgique à partir du mois prochain, mais avec la ferme volonté d'enchaîner très vite avec les pays d'Afrique francophones. Voilà.
et peut-être sur notre planète d'ici 2084. Exactement. Le mot de la fin, encore une fois, je le répète, si des personnes nous ont quittés ou sont endormies pendant quelques secondes, 2084, c'est notre sujet. Comment est-ce que vous voyez en une phrase évoluer notre société? Est-ce que d'ici 2084, vous êtes convaincu qu'elle sera beaucoup plus inclusive? Est-ce qu'on va gagner ce pari en une phrase? Moussa, peut-être? Comme je suis quelqu'un d'optimiste, je veux dire oui. Je pense que ça ira beaucoup mieux. On ne parlera plus des sujets d'inclusion. Et on aura réglé une partie des problèmes dans lesquels on se bat aujourd'hui. Et je suis convaincu qu'en 2084, les générations qui vont arriver après vivront mieux que nous aujourd'hui. Donc on a cette mission-là, c'est la responsabilité de nous tous. Donc chacun peut faire ce qu'il peut. Nous, on essaye de faire notre part avec nos moyens. J'espère que ça avancera pour chacun de son côté pour que en 2084, tous les sujets qu'on traite, ce sera des sujets de la préhistoire. Merci. Marcella? Alors, pour moi, 2084, pareil, hein, comme Moussa, je ne serais pas ici si je n'étais pas optimiste. Ce serait une société encore plus collaborative, où l'entreprise, parce qu'on parle d'entreprise, elle sera responsable et politique, puisqu'elle a un rôle politique à jouer, et par là, je ne parle pas d'élection, mais vraiment d'action sur la société, et où le lien social ne sera pas un vain mot. Voilà. Et Jean, le mot de la fin? Je suis obligé d'être optimiste aussi, même si parfois il faut être vigilant. On peut rêver d'une société qui, avec le numérique, mais pas que grâce au numérique, où on soit tous autonomes. Voilà. Et l'autonomie, c'est l'autonomie de la connaissance. Et la connaissance, c'est la base du respect, de la compréhension. Donc une société apaisée. Voilà ce qu'on peut espérer. On va travailler la société de l'apprenant. Merci à tous les trois, merci à tous. C'est la fin de cette Madi Keynote d'ailleurs. Merci d'avoir été avec nous, si nombreux cette année. 2084, c'était le thème, c'était un pari osé, mais au final, sans être des gourous, on a réussi à se projeter et à garder toujours une vision optimiste. Donc merci à tous, merci à tous les trois, et évidemment à l'année prochaine.